Une nouvelle drogue circule dans les rues de la capitale congolaise Kinshasa. La substance nommée Bombé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est une drogue aux effets jamais aperçus au sein de la communauté auprès des consommateurs. Confusion, sommeil debout, démangeaison, paralysie. Bombé est une urgence, mieux encore une catastrophe pour la santé publique et pour la société. Un fléau qui inquiète aussi les forces de l'ordre et le ministère de la Santé publique. Mais d'où provient cette drogue? Quelles sont ses conséquences sur la santé? Y a-t-il des stratégies pour lutter, mieux encore, éradiquer ce phénomène en République démocratique du Congo? On en parle dans ce numéro de votre magazine Instant Médical avec Dandy Yela, directeur pays de la Fédération mondiale contre la drogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Instant Médical. Bombé, c'est la nouvelle drogue qui fait la une à Kinshasa. Drogue de synthèse provenant d'un mélange de la poudre extraite des catalyseurs, des pots d'échappement des véhicules et d'un médicament destiné à donner de l'appétit. Vendu en pharmacie, la Nutriline. Un cocktail qui fait tourner la tête et provoque un état d'inconscience alarmant chez ces consommateurs qui se font appeler zombies, dormant debout en plein jour, se grattant et mêlant pleurs et rires. Bombé pour les uns, Chopicho ou Equalizer pour les autres est une drogue bon marché, aux effets très puissants et toxiques. Ce stupéfiant se consomme par inhalation, par voie buccale ou encore par injection. Si la drogue procure souvent le bien-être à leurs consommateurs, on ne peut ignorer leurs effets dévastateurs sur la santé. Dépendance, diminution d'appétit, perte de mémoire, cancer. Bombé est à la base des états dépressifs, des troubles de vue et d'audition, mais expose aussi au risque de contracter le VIH-Sida ou les hépatites. Je vous le disais tantôt, nous recevons sur ce plateau Monsieur Dandy Yela, il est directeur pays de la Fédération mondiale contre la drogue. Bonjour Monsieur Dandy. Bonjour Madame José. Nous sommes très heureuses de vous recevoir sur ce plateau d'Instant Médical pour parler justement du phénomène Bombé qui prend de l'ampleur ici en RDC et précisément à Kinshasa. Merci beaucoup de l'occasion que vous nous offrez de parler effectivement de ce phénomène Bombé. Bon, Bombé, beaucoup de gens quand ils entendent, ils se disent mais Bombé, 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 qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est parti disons du langage quinois, c'est-à-dire quand on dit Bombé, c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il a des muscles, donc il se dit quand j'ai pris quelque chose, je veux montrer que je suis fort et tout. C'est parti de là, c'est-à-dire c'est un peu dans ce sens. Mais alors Bombé, c'est quoi en fait? Bombé, c'est une drogue qui est fabriquée artisanalement, qui malheureusement est en train de détruire nos jeunes actuellement parce qu'ils en prennent sans savoir effectivement les conséquences sur leur propre santé et sur leur corps. C'est une drogue qui est fabriquée à partir de ce qu'on appellerait des résidus qu'on trouve dans les catalyseurs des véhicules, donc des tuyaux d'échappement. Il y a une poudre qui est là-dedans et ils prennent cette poudre qui est déjà composée de matières chimiques. Alors certains scientifiques parlent de palladium qu'il y a dedans et d'autres substances chimiques et ils les mélangent à d'autres substances. Certains mélangent avec des compléments de vitamines comme Nutriline, d'autres mélangent avec des médicaments comme le diazépam ou le tramadol. Il y en a qui nous ont dit eux-mêmes qu'ils mélangent même avec un peu de tabac. Donc, et c'est en fait un cocktail qui ouais, fait tourner la tête. Voilà, c'est un cocktail. Voilà, vous l'avez dit, c'est comme un cocktail en fait. On pourrait l'appeler comme ça, c'est un cocktail. Maintenant, c'est là où se pose la question. Qu'est-ce que fait ce cocktail dans le corps humain, dans le corps humain, comme vous le dites, surtout de ces jeunes qui les consomment? Parce que là-dedans, si vous émettez par exemple du tramadol, le tramadol, on sait ce que ça fait dans le corps humain, c'est donné sous ordonnance médicale. Mais il les mélange à cette poudre. Ce qu'il y a dans cette poudre, qu'est-ce que ça produit?
C'est là, effectivement, nous faisons appel à des scientifiques pour qu'ils essayent d'investiguer, d'aller en laboratoire pour savoir qu'est-ce que ce mélange fait dans le corps humain. Mais entre-temps, nous constatons, comme dans toute science, on observe, dans ce qu'on observe, nous constatons un certain comportement de la part de ces jeunes. Mais c'est quand même curieux, la composition de cette substance, qui a découvert cette formule? C'est justement ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de ce qu'on appelle des technologies de l'information et de la communication. L'information circule librement. Aujourd'hui, sur Internet, c'est facile d'avoir des infos. Mais déjà, il y a ce qu'on appelle la drogue, qui est consommée très souvent par les jeunes occidentaux, qu'on appelle crack. Le crack, déjà, c'est un mélange que les jeunes font. Voilà, exactement. Substances. Alors, nous pensons qu'ils ont essayé d'imiter en fait ce qui se passe chez les jeunes occidentaux, et sûrement il y en a qui sont venus avec cette idée et qui ont proposé aux jeunes et qui se sont dit pourquoi pas. Et bon, il y a toujours un début à tout, et certains ont commencé, où il y a des personnes qui savaient déjà que ce mélange existait, mais on soupçonne que c'est une habitude qui vient de l'extérieur, qui est venue ici à Kinshasa, et les jeunes l'ont très vite comment je peux dire, récupérer. Malheureusement, ça produit les effets que ça produit aujourd'hui dans la vie de ces jeunes qui les consomment très souvent. Vraiment, Monsieur Dandy, parce que nous parlons de ce phénomène, nous constatons quand même des comportements bizarres. Généralement, on sait que quand il y a certains comportements qu'on retrouve chez les consommateurs d'autres drogues, mais pour le cas de Bombay, on voit des personnes qui s'endorment debout, ils ont des démangeaisons, ils peuvent mélanger les pleurs et les rires. Qu'est-ce qui explique vraiment ce comportement? Voilà, en fait, c'est là toute la problématique, en fait. Parce que je partirai d'abord de par la classification des drogues. Globalement, on les catégorise en trois. Il y a ce qu'on appelle les dépresseurs, il y a les stimulants et les hallucinogènes. Alors, les dépresseurs, en fait, c'est des drogues qui ralentissent le système ou le fonctionnement du système nerveux. Donc, je prends le cas de l'alcool. Quand quelqu'un prend de l'alcool, vous voyez que c'est une personne, quand il en a consommé beaucoup, il n'a plus toutes ses capacités. Il n'a plus ses capacités. Mais il y a également ce qu'on appelle, par exemple, la morphine. Ça fait partie des dépresseurs. C'est-à-dire, quand quelqu'un en prend, on sent que la personne n'a plus toute sa personnalité, il y a un changement dans le fonctionnement. Mais il y a également ce qu'on appelle les stimulants. Les stimulants, par exemple, je prends le cas de la cocaïne. Ceux qui en prennent, en fait, finissent par par la dépendance. Et cette dépendance, malheureusement, quand ça continue, ça peut amener même à de la paranoïa. Paranoïa ou des dépressions très fortes. Il y a aussi ce qu'on appelle les hallucinogènes, comme le chanvre, le cannabis. Quand vous en prenez, en fait, la perception de la réalité est complètement changée. Alors, ce qu'on soupçonne, c'est que dans Bombay, on a comme l'impression qu'on retrouve les méfaits de ces types de drogues. Parce que quelqu'un qui s'endort, on se dit, c'est peut-être les effets des dépresseurs qu'ils ont mélangés avec cette poudre. Mais en même temps, la personne a des réactions bizarres, la perception de la réalité est changée, on se dit, ça c'est les hallucinogènes. Parce que certains disent qu'ils mélangent même avec du tabac. Est-ce que c'est la nicotine mélangée avec ces autres substances qui provoquent ça? D'autres vous disent qu'ils mettent du diazépam ou du tramadol. Or, déjà, on sait ce que fait le diazépam et le tramadol dans le corps normal parce que c'est donné sous ordonnance médicale. Mais là, il le mélange avec d'autres substances. Donc, et c'est tout à fait normal que l'on constate des comportements bizarres. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui se tient debout, mais qui dort. C'est peut-être les effets du tramadol ou, je ne sais pas, du diazépam qu'il a pris. Mais entre-temps, les autres substances dans le corps, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est les effets des hallucinogènes? C'est les effets des dépresseurs? Donc, c'est tout ça, justement, que nous devons essayer de comprendre. Et c'est ça toute la complexité de Bombay. Donc il faut qu'on arrête cette consommation parce que ce mélange, on ne sait pas aujourd'hui dire scientifiquement qu'est-ce que ça a comme effet. Mais déjà d'emblée, c'est une drogue. Or, quand on parle de drogue, il y a déjà une perturbation du fonctionnement du système nerveux. C'est déjà ça le problème. Donc, si ça a les effets d'un hallucinogène, il y a déjà la perturbation de la réalité. Si ça a les effets d'un stimulant, ça peut amener à de la paranoïa ou à la dépression aiguë. Si ça a les effets des dépresseurs, ça amène aussi à la dépendance physique.
Et malheureusement, ça peut aussi provoquer des détresses respiratoires. Donc il n'y a pas seulement des conséquences sur le système nerveux, mais aussi sur le reste des organes du corps. Donc vous voyez, c'est toute la complexité de ce phénomène. Justement, à observer ces manifestations, on peut confirmer que cela pourrait forcément, même sans être expert, hein, je ne suis pas experte, mais justement en voyant, en observant ces comportements et ces genres de manifestations, on peut dire que Bombay peut impacter aussi négativement la santé et principalement le système nerveux. Mais c'est clair, la santé mentale. Déjà, Bombay, c'est de la drogue. Or, qu'est-ce qu'une drogue, si je peux définir simplement de Madame José? En fait, une drogue, c'est une substance psychoactive ou psychotrope, comme on le dit, qui, en fait, perturbe le fonctionnement du système nerveux. Donc déjà ça, or, quand on considère une drogue normale, ça perturbe déjà le système nerveux. Alors, quand on parle de substances psychoactives, c'est toute substance chimique, en fait, qui influe sur l'activité mentale. Donc, considérée comme telle, en tant que drogue, Bombay a déjà une conséquence sur la santé mentale. Donc là, on a déjà touché la santé mentale parce que c'est une drogue. Mais maintenant, en dehors de la santé mentale, il y a aussi la santé physique. Parce que les autres organes du corps sont touchés. Tenez, quelqu'un qui prend du tabac, si on met du tabac dans ce mélange, déjà la nicotine qu'il y a dans le tabac peut causer du cancer, des problèmes respiratoires, peut toucher les poumons. Donc vous voyez qu'en fait, Bombay aujourd'hui n'a pas seulement des répercussions sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique, le reste du corps, les autres organes du corps. Donc si aujourd'hui nous n'arrêtons pas ce phénomène, nous n'aurons pas seulement un problème de santé publique mentale, mais aussi un problème de santé publique en ce qui concerne d'autres maladies comme le cancer et autres, parce que dans Bombay, il y a, d'après certains scientifiques, dans cette poudre, il y a du palladium, il y a d'autres substances chimiques. Qu'est-ce que ça peut provoquer dans le corps humain et qui sont nocifs pour la santé? Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut essayer de résoudre le plus rapidement possible. Généralement, nous savons que pour les personnes qui prennent le produit du tabac, ils développent, il y a une substance, la nicotine, que vous venez d'ailleurs d'évoquer, qui crée la dépendance. Mais qu'est-ce qui crée aussi la dépendance dans le Bombay? Est-ce qu'il y a la nicotine ou bien il y a une autre substance qui crée cette dépendance? Je vous ai parlé tout à l'heure de la classification des drogues. Je vous ai dit que Bombay, ils font un mélange. Ils prennent cette poudre de catalyseur, ils mélangent à d'autres substances. Mais quand on vous prend, par exemple, d'autres substances comme diazépam, tramadol et les autres, en fait, en les mélangeant, parce que ce qui est vrai, c'est que ce sont des médicaments qui sont donnés sous ordonnance. Mais les gens les prennent, par exemple, des amphétamines. Ils les prennent maintenant comme sous forme de drogue. Qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant vous les utilisez, vous les mettez ensemble, il y a des conséquences sur le corps humain. Donc, vous voyez, en fait, c'est tout ça là qu'il faut essayer de résoudre. Parce que la nicotine, quand elle crée la dépendance, c'est comme toutes les autres drogues. Quand vous les prenez, elle crée de la dépendance. Il y a la dépendance physique, il y a la dépendance mentale. Je vous ai parlé tout à l'heure des stimulants qui provoquent de la dépendance et qui, à la longue, peuvent provoquer des paranoïas. Et il y a des dépresseurs qui provoquent aussi de la dépendance physique. Et quand vous continuez à les prendre, ça peut provoquer ce qu'on appelle la détresse respiratoire. Malheureusement, toute personne qui consomme la drogue entre dans la dépendance. C'est-à-dire, le fonctionnement de son corps est totalement perturbé. Sans cette drogue, il ne sait pas vivre normalement. Voilà toute l'importance maintenant d'une véritable politique de désintoxication. Parce qu'en réalité, quand ils entrent dans la phase de dépendance, parce que quand vous commencez, en fait, il n'y a pas de dépendance au départ, mais c'est avec l'habitude que se crée la dépendance. Or, quand vous entrez maintenant dans la phase de la dépendance, il faut maintenant des cures de désintoxication. Sans cure de désintoxication, même si la personne a la volonté d'abandonner, mais elle ne peut pas. Parce que son corps devient, on le dit bien, dépendant de ces substances-là. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'ici, chez nous, au Congo, on retrouve des centres de désintoxication? Malheureusement, actuellement en République démocratique du Congo, nous n'avons pas de centre de désintoxication. C'est la triste réalité. Mais qu'à cela ne tienne, ce que nous essayons de faire comme un effort, c'est-à-dire nous les acteurs de la société civile, tout comme le programme national, c'est essayer d'aider ceux qui consomment la drogue de s'en sortir à travers ce qu'on appelle un accompagnement mental et psychothérapeutique. C'est-à-dire ces personnes qui consomment la drogue, qui sont dans la dépendance, nous les approchons et il y a des psychologues, des psychothérapeutes
qui ont ce qu'on appelle des programmes bien élaborés par des experts pour les aider à sortir. Et aujourd'hui, nous avons des évidences, parce que nous sommes sur terrain et nous le faisons, nous avons des évidences où nous voyons des anciens toxicomanes, comme on peut les appeler, ou consommateurs de drogue, qui ont arrêté grâce à cet accompagnement mental et psychothérapeutique. Mais cela ne suffit pas parce que il y en a tellement qu'il faut véritablement mettre en place des centres de désintoxication, parce qu'il y en a qui ont atteint des niveaux tels que, avec un accompagnement mental et psychothérapeutique, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc il faut une véritable cure de désintoxication, et là ça appelle effectivement à des moyens. Et nous, en tant que membres de la société civile, nous essayons d'accompagner l'État congolais pour finalement pouvoir obtenir disons, la construction ou la mise en place de ces centres de désintoxication dans le pays. Voilà, Monsieur Dandy, parce que nous parlons de ce phénomène bombé, quelles sont les conséquences à long terme sur la santé? Bon, je crois qu'on l'avait déjà épinglé tout à l'heure. Déjà, quand je parlais de la santé mentale, qui pouvait être déjà il y a cet aspect de paranoïa, de dépression aiguë qui peuvent s'en suivre, donc c'est très dangereux. Mais aussi dans le reste du corps, toutes ces substances chimiques consommées peuvent avoir des conséquences sur le foie, sur les poumons, sur le cœur. On peut avoir des détresses respiratoires, on peut développer même des cancers, différents types de cancers dans le corps, surtout prenons le cas de ceux qui prennent de la nicotine, et quand vous les mélangez aussi à d'autres substances, ça peut accélérer encore des cancers, cancer de poumon, donc toutes sortes de cancers dans le corps. Et bon, bien évidemment, les autres substances maintenant, la science doit nous dire quelles sont les conséquences, mais déjà d'emblée, il y a des risques de détresse respiratoire pour certains. Et des problèmes neurologiques aussi. Voilà, exactement, des problèmes neurologiques parce que la santé mentale est touchée. Il y a même des problèmes de reproduction parce qu'il y en a qui sont touchés, comme les hommes, par la stérilité à cause de la consommation de ces substances. Donc les conséquences sont très multiples en matière de santé en ce qui concerne la consommation de ces drogues. Sur le plan social, est-ce que la consommation de Bombay peut être à la base des comportements dangereux dans la société, notamment de l'agressivité, les violences, le viol? Est-ce que cela peut impacter sur le plan social? Merci beaucoup pour cette question. Non seulement la consommation de Bombay, mais la consommation de tout type de drogue. Parce qu'il n'y a pas que Bombay qui est considéré comme drogue, il y a tout type de drogue. Aujourd'hui, le phénomène Kuluna, ces jeunes gens qui sont violents, qui pillent, qui violent, qui blessent, qui agressent, ils le font sous les effets des drogues, entre autres la drogue Bombay. Nous en encadrons un grand nombre et ils nous disent, pour commettre ces actes, nous sommes obligés de nous droguer. Donc, parce que voilà, sans se droguer, on ne peut pas. Alors pour qu'on arrive à commettre ces actes, nous sommes obligés de nous droguer. Donc vous voyez que non seulement Bombay, mais toutes les autres drogues poussent les consommateurs à de la violence. Et cette violence, nous la constatons beaucoup plus dans le milieu de ces jeunes qu'on appelle les Kuluna, qui agressent sans état d'âme. Je vous dis, madame, quand vous entendez ce qu'ils vous disent, dans ce qu'ils font, et après, quand ils reviennent sur eux, ils ne se rendent même pas compte des actes qu'ils ont posés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était sous les effets des drogues, entre autres la drogue Bombay. Donc, la violence urbaine que nous déplorons aujourd'hui à Kinshasa, comme dans d'autres coins du pays, est en partie due à la consommation et de Bombay et des différents autres types de drogues que nous connaissons. Merci beaucoup, Monsieur Dandy. Et là, je rappelle que vous êtes directeur pays de la Fédération mondiale contre la drogue. Nous allons marquer une courte pause dans cette émission pour suivre ce reportage qui nous montre exactement comment ces consommateurs de drogue se comportent, notamment la Bombay, et comment ils se comportent. Nous allons aussi avoir quelques réactions des experts, que ce soit dans le domaine médical ou encore dans la société, comment ces drogues impactent négativement la santé mentale et la santé en général de consommateurs. On suit ce reportage et puis on se retrouve juste après pour continuer cette émission.
Des jeunes hilars qui passent des pleurs en rire, se grattant et dormant debout, tels des zombies. Voilà comment sont décrits les effets de cette nouvelle drogue qui gagne du terrain chez les jeunes. Très peu chère et très puissante, d'où son nom de Bombé. Sa composition est toxique. Des tuyaux d'échappement qui servent à sa fabrication sont chargés de monoxyde de carbone et d'azote combinés à la nutriline, une variété de compléments alimentaires. Alertés par la consommation grandissante de ce stupéfiant, deux membres du gouvernement Sama Lukonde, Yves Bonkoulou, ministre de la Jeunesse, et le docteur Jean-Jacques Mbungani de la Santé ont résolu de sensibiliser et prévenir la jeunesse sur les méfaits de la Bombé le 18 août dernier. Ensemble, ils ont également décidé de la création d'une commission mixte qui devra appuyer le programme national de lutte contre la toxicomanie. Avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, nous avons étudié les possibilités de pouvoir mener des recherches pour savoir d'abord la constitution de ces différentes drogues, mais aussi de mettre en place une commission qui devra travailler pour qu'ensemble nous puissions sortir ces jeunes qui se sont lancés dans cette nouvelle industrie de la consommation de la drogue à travers le programme national de lutte contre la drogue qui se trouve au niveau du ministère de la Santé. En tout cas, c'est une question qui nous préoccupe au niveau du gouvernement de la République. Et Son Excellence a décidé qu'ensemble, nous puissions mettre en place une commission qui va étudier en profondeur la question et nous allons présenter au niveau du gouvernement les différentes propositions et des mesures à prendre pour décourager la consommation de ces stupéfiants. Et déjà, le message que je dois lancer à la jeunesse, c'est d'arrêter la consommation de ces types de drogues parce qu'avec Bombé, vous savez, c'est une drogue qui est extraite, d'après les informations que nous avons reçues, de résidus de tuyaux d'échappement qui sont constitués du monoxyde de carbone, du monoxyde d'azote, ainsi que de l'oxyde de soufre, mais également de la nitriline qui est un type de cyproheptadine. Et l'association de ces constituants n'est pas bon pour la santé. Des mesures ont été prises pour stopper cette nouvelle industrie de consommation de la drogue. Des dizaines de consommateurs et vendeurs des drogues présumés ont été arrêtés dernièrement dans la capitale Kinshasa. La raison de cette arrestation collective, la drogue Bombé. Cette drogue est un fléau qu'il faut bannir à tout prix, car elle participe à la hausse de la délinquance et la criminalité. Drogue eza kokomisa moto liboma, c'est-à-dire so tosali kebate na kati na mboka na biso, surtout drogue babengi Bombé ezali kokomisa bana na biso maboma. Est-ce que ezali kama malamu bino boyebi malamu que drogue eza kobebisa société, eza kobebisa bomo ya bato, eza kobebisa santé ya bato, mais bozali koteka yango po na nini? Na ba mama na ba papa po na nini? Po na nini bolobela ngai? Po na nini? Mombongo moto koteka mbisi, akokotema desu, akokoteka fufu, akoteka mbwengi, akoteka biloko nyonso oyo eza kotonga nzoto. Bino bokomi na mombongo ya kobebisa santé ya bana Kinshasa. Pona yango na bandi ezala bino ba dealer, c'est-à-dire bato boza koteka drogue oyo babengi Bombé na misusu cocaïne na baye oyo bazokomela yango boza obeni ndenge moko. Surtout bino bato boza koteka boza ko mériter ko keno sala bilanga na kaja makasisi, boza ko mériter ko sala bilanga na kaja makasisi. Et puis bana na moni mingi santé c'est bébé ikona bino bana oyo tokotala na ba famille na bango na ba tata na bango oyo famille akondima totindi na kaja makasisi bango bakende pe ko sala bilanga lokola bino, mais bino boza ko kende kosa bilanga na kati na
La brigade criminelle a également saisi des stocks de cocaïne, d'héroïne, des cannabis, des pipes, ainsi que des petits sacs en poudre composés de bombées, un mélange de poussière extraite des pièces de voiture et des produits pharmaceutiques. Voilà, c'était justement un reportage qui nous montrait ce qui se passe auprès des consommateurs de la drogue bombée. Monsieur Dandy est là, je rappelle que vous êtes directeur pays de la Fédération mondiale contre la drogue. Qu'est-ce que vous faites exactement dans la lutte contre ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ascenseur ici à Kinshasa? Voilà, merci Madame José pour la question. Je crois que nous, en tant que Fédération mondiale contre la drogue, c'est justement ça notre travail. C'est militer pour, disons, arrêter la consommation et la commercialisation illicite des drogues, non seulement dans notre pays en RDC, mais partout ailleurs où nous mettons en œuvre nos activités. Rapidement, je vais vous dire qui nous sommes. Nous sommes la Fédération mondiale contre la drogue, mais beaucoup plus connue comme WFAD. Cet acronyme vient de l'anglais World Federation Against Drugs. En fait, c'est une ONG internationale suédoise qui a été créée à Stockholm en 2009, plus particulièrement, par un groupe d'ONG qui est parti d'un constat comme nous le faisons maintenant dans notre pays, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un accroissement de consommation de drogue dans les milieux des jeunes surtout, mais il n'y avait pas une structure de la société civile qui portait fort pour lutter contre ce phénomène. Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer la Fédération mondiale contre la drogue qui existe depuis 2009 et dont le siège se trouve à Stockholm en Suède. Aujourd'hui, la Fédération est présente dans près de 100 pays dans le monde avec plus de 300 organisations membres. Alors, en RDC, nous sommes présents depuis l'année passée, c'est-à-dire 2020, c'est-à-dire une année. Et nous avons eu la chance d'avoir un financement de la coopération suédoise. Et en passant, nous disons merci à l'ambassade de la Suède qui nous a facilité toutes les démarches. Et dans ce cadre-là, justement, nous avons élaboré un projet que nous appelons Jeunesse sobre, communauté plus saine, transformer les jeunes violents à Kinshasa. Pourquoi? En fait, il y a eu une pré-étude que nous avons menée en 2019. Et en 2020, une délégation de notre organisation au niveau international est venue visiter la RDC. On s'est rendu compte que les jeunes qu'on appelle Koulola commettent les actes sous les effets des drogues. Alors on s'est dit comment nous, en tant que WFAD, pouvons contribuer tout en luttant contre la drogue, mais aussi apporter notre pierre de contribution pour lutter contre ce phénomène. Le phénomène Koulola. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré ce projet qui vise à terme à récupérer 1500 jeunes Koulola. C'est-à-dire les récupérer, c'est-à-dire les sortir ou les sevrer de la drogue et de la violence pour changer leur vie en les autonomisant à travers un programme socio-économique, c'est-à-dire nous leur donnons des emplois et pour qu'ils retrouvent une vie normale. À ce jour, c'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile, madame, je vous dis. Ça fait une année que nous avons déjà réussi à en encadrer 500. Donc 500 jeunes filles et jeunes garçons Koulouna. Je peux vous dire que ce n'était pas facile. D'abord, pour accéder à ces jeunes gens Koulouna, ils ont un monde à eux, ils sont dans des écuries bien organisées, mais nous avons des experts qui sont allés à leur contact. Mais ce que nous avons constaté, Madame José, d'abord, c'est que ces jeunes se sont plaints d'une chose, c'est qu'ils sont discriminés, ils sont rejetés, considérés comme parias, et ils ne se sentent pas aimés. Mais c'est par rapport à ce qu'ils font comme dégâts dans la société. C'est parti d'où? Le constat est clair, c'est que le phénomène Koulouna est la conséquence de la pauvreté, de la précarité. C'est-à-dire la vie de pauvreté, la vie de précarité dans les familles, dans les milieux, dans les communautés, ont poussé ce jeune à trouver un moyen. Nous n'encourageons pas ça, c'est pourquoi nous luttons contre ça. Mais maintenant, nous nous sommes dit, de deux choses l'une, soit on les rejette et ils continuent leurs méfaits, soit on les approche et on essaie de les aider à quitter. Et aujourd'hui, nous avons des résultats. Ils sont 500. Après presque 8 mois de travail, d'activité, je dirais presque une année, parce que si on prend l'ensemble de toutes les démarches administratives, 500 jeunes aujourd'hui qui ont quitté les écuries des Koulouna. Vous allez venir avec vos caméras, vous allez les voir, des jeunes filles et des jeunes garçons qui étaient des toxicomanes, des consommateurs de drogue bombée et d'autres drogues, mais qui ont arrêté complètement et qui ont adhéré au projet et au programme et qui sont devenus des citoyens. Aujourd'hui, nous en avons qui contribuent à l'assainissement. Et ce programme, pour l'instant, s'exécute dans la commune de Kinshasa, qui est la commune pilote, mais avec des incidences dans les communes de Barumbu et Lingwala, qui sont voisines à Kinshasa, mais aussi Makala et Selembao.
Et il y a des jeunes garçons aujourd'hui qui font partie de l'équipe d'assainissement dans la commune de Kinshasa. Il faut quand même vous féliciter pour ça. Hein. Voilà, et qui sont rémunérés chaque fin de mois. Ça leur permet aujourd'hui de s'autonomiser. Nous sommes sur le point de lancer au moins 200, je dirais 74 filles également, ex-filles toxicomanes et Kuluna, qui ont également changé de vie et qui vont entrer dans le programme d'autonomisation. Donc vous voyez qu'en fait, il y a possibilité de les récupérer sans pour autant utiliser la violence qu'eux utilisent. C'est-à-dire à travers une approche méthodique. Vous procédez comment exactement voilà. Pour les approcher, parce que ce n'est pas facile. Aller dans leurs écuries là, les approcher pour parler. Comment vous procédez? Exactement, c'était ça le plus grand défi. Au départ, c'était le plus grand défi. Comment les approcher? On a essayé par plusieurs manières. Mais nous disons merci à la commune de Kinshasa, le bourgmestre de la commune. Nous profitons pour dire merci également au gouverneur de la ville de Kinshasa qui nous a encouragés. Gentini Ngobila, le ministère des Affaires sociales qui est notre ministère de tutelle, mais aussi les agents des communes où nous sommes, les chefs de quartier, les chefs de rue, qui nous ont aidés d'abord à avoir la cartographie des écuries. Avec la cartographie des écuries, maintenant, nous avons mis nos experts sur terrain, c'est-à-dire des psychologues, des psychothérapeutes, des experts. C'est-à-dire qu'ils savent comment échanger avec ce type de personnes. Et ils ont su tisser des liens avec ces jeunes gens et les emmener à une sorte de confiance, de lien de confiance. Et c'est ça qui a abouti au résultat qui nous permet aujourd'hui d'en avoir plus ou moins 500. Et ces jeunes, c'est vrai, au départ, ils étaient hésitants, dubitatifs, mais avec le temps, ils ont fini par comprendre que c'était pour leur intérêt. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que 500 d'entre eux ont choisi d'abandonner cette vie parce qu'ils ont compris que c'était pour leur intérêt. Justement, parce que nous parlons aussi de phénomène Bombé, quel est l'apport de la Fédération mondiale contre la drogue dans la lutte contre ces fléaux, si je peux le dire? Je dirais déjà ce que nous sommes en train de faire, c'est une réponse. Nous l'avons commencé sans attendre le phénomène Bombé. Parce que pour nous, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes dit, nous devons lutter ensemble. C'est-à-dire, nous, la société civile, l'État congolais, les autres acteurs contre la consommation des drogues. Et quand on parle de consommation des drogues, il y a Bombé dedans. Alors, il se fait maintenant qu'avec ce phénomène Bombé, nous disons que notre projet est déjà une première réponse. Je dirais que ce n'est pas la seule, mais c'est déjà une des réponses. Parce qu'en récupérant 500 jeunes, c'est 500 ex-consommateurs de Bombé que nous avons récupérés. Alors, si nous avons autant de projets qui font la même chose et que l'État, à son niveau aussi, met en place disons, un programme pour récupérer tous ces jeunes comme on le voit, je crois que nous sommes sur la bonne voie de pouvoir sortir nos jeunes, non seulement de la consommation de Bombé, mais aussi de toutes les autres drogues que nous connaissons. Le chanvre, il y en a qui le consomment à longueur de journée. Il y a les solvants. Madame José, les jeunes vous prennent de la vapeur d'essence. Oui, ah bon, c'est aussi une drogue? Oui, c'est aussi une drogue, de la vapeur d'essence qu'ils inhalent. Il y en a qui prennent de la colle, c'est-à-dire la vapeur de la colle. Ils mélangent à des choses. En fait, les drogues, aujourd'hui, sur terrain, par exemple, il y en a plusieurs. Nous avons compté plus ou moins 30, je dirais, recettes, hein, entre guillemets, de types de drogues fabriquées localement par ces jeunes. C'est-à-dire eux-mêmes, ils font des mélanges, ils créent. À part les drogues que nous connaissons, vous savez, cocaïne, héroïne coûtent tellement cher. C'est pourquoi ils cherchent des solutions moins chères, en fait. Et ces solutions moins chères, c'est ce qu'ils ont apporté demain. S'ils ont de l'essence, s'ils ont de la colle, s'ils ont du chanvre, de feuilles de tabac, ils font des mélanges et ils se créent des drogues comme ça. Et il y en a plus d'une trentaine que nous avons déjà recensées et répertoriées. Et le travail continue sur terre. Cela veut dire que ça ne sera pas facile pour vous pour lutter ou éradiquer ce phénomène de la consommation de drogue ici en RDC. Est-ce que vous avez déjà un plan bien détaillé? Votre projet actuel que vous êtes en train de mettre en œuvre s'étend sur combien d'années et quels sont les axes prioritaires de votre projet? Pour l'instant, c'est un projet qui est triennal, c'est-à-dire de 3 ans, qui part de 2020 à 2023. Mais ça, c'est disons, ce qu'on appelle le financement de la coopération suédoise. Mais nous comptons bien évidemment étendre ce projet dans d'autres communes de Kinshasa, mais pourquoi pas aussi à l'intérieur, dans les provinces. Parce que nous sommes venus en RDC pour aider les institutions, l'État congolais à lutter contre la consommation et la commercialisation illicite de la drogue. C'est un combat de longue haleine, Madame José. Ce n'est pas un combat où on se dit on arrête tout aujourd'hui. Mais le phénomène Bombé, c'est un phénomène que nous devons arrêter parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Mais à côté de ça, le combat permanent doit continuer dans la lutte contre la commercialisation de la drogue. Là-dessus, je voudrais insister sur le combat contre les réseaux. L'État congolais doit mettre les moyens.
pour que notre police, disons les services aux frontières, les différents services étatiques puissent avoir les moyens pour traquer les réseaux des trafiquants. Parce que aussi longtemps qu'il y a de l'offre... Justement. Il se pose aussi un problème parce que parmi les militaires ou les policiers, on retrouve aussi des grands consommateurs de drogue. Entre autres travail que nous sommes venus faire ici en République démocratique du Congo, c'est sensibiliser mais aussi conscientiser. Nous ne sommes pas là pour la répression, mais nous sommes d'abord pour la conscientisation. Parce que la conscientisation, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons commencé avec les Koulouna, mais nous avons des projets que nous sommes en train d'élaborer pour toucher toutes les autres, disons, catégories socio-professionnelles et toutes les autres couches. Entre autres, on apprend dans le milieu de certains policiers et autres. Déjà là, nous sommes en contact avec certaines autorités, la police, judiciaire, pour qu'ensemble, nous essayons d'abord d'aider l'État à actualiser d'abord les textes juridiques, parce qu'il y a un vide dans le pays. Le dernier texte sur la régularisation, la réglementation, je dirais, des drogues dans ce pays date de l'époque coloniale, d'avant l'indépendance. Mais là, est-ce que vous avez déjà envisagé mener des actions qui vont pousser les élus à prendre des lois, à voter des lois? Il y a une loi qui est au niveau du Sénat. Il y a déjà une loi qui est au niveau du Sénat, qui est en examen. C'est déjà une première chose. Mais nous avons également des députés avec lesquels nous travaillons. Nous sommes en train de réfléchir ensemble pour aider l'État congolais à justement avoir des textes actualisés. Ça, c'est déjà un premier pas. Nous sommes en train de travailler avec le programme national de lutte contre les toxicomanies pour un programme national de sensibilisation. Parce que nous nous sommes dit, on ne peut pas attendre, et surtout, c'est Bombé qui a réveillé tout le monde, alors qu'en fait, on aurait dû se réveiller depuis bien avant. Pourquoi avoir attendu Bombé? Parce que les jeunes sont en train de plus en plus de consommer des drogues. C'est vrai, il y a la précarité, il y a la pauvreté, mais cela ne veut pas dire que nous devons laisser nos jeunes, qui sont l'avenir de demain, consommer des substances qui mettent en danger leur propre vie, mais aussi l'avenir de la nation. Donc nous considérons qu'il faut disons une sensibilisation. Dans les semaines qui viennent, nous allons lancer une véritable campagne de sensibilisation au niveau des jeunes, au niveau des mamans, des papas, de toutes les couches, pour leur dire la consommation de la drogue, la commercialisation illicite n'est pas bonne, nous devons arrêter parce que ça a des conséquences non seulement sur les santé de nos enfants, de nous-mêmes, mais aussi sur nos familles, sur nos communautés, sur la nation, sur l'avenir du pays. Donc c'est un programme qui sera lancé très bientôt et vous serez bien évidemment en tant que média associé à cette campagne de sensibilisation et surtout de conscientisation parce que notre travail repose sur 3 piliers, c'est-à-dire la prévention, et cette prévention, nous ne pouvons pas la faire s'il n'y a pas une sensibilisation, une conscientisation. Et quand nous aurons fait une bonne prévention, ça nous permettra de passer à une deuxième étape, c'est-à-dire pour aider les gens maintenant à sortir, tu vois, le rétablissement, parce que quand quelqu'un a consommé la drogue, quand il sort, il se rétablit, il se restaure, il retrouve une santé normale, il redevient actif, il peut contribuer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la réinsertion. Comment aider la personne à se réinsérer. Et c'est comme ça que dans le projet que nous avons et les projets que nous aurons, il y a toujours cette dimension socio-économique. Parce que nous considérons que s'il n'y a pas de réponse socio-économique, la pauvreté aidant, la précarité aidant, facilement ces anciens consommateurs retournent. Parce que pour beaucoup, Madame José, ce n'est pas seulement pour aller dans des mondes d'hallucination, mais pour beaucoup aussi, c'est leur revenu. C'est-à-dire la vente de la drogue, voilà, la vente de la drogue, c'est avec ça qu'ils vivent. Mais il faut des palliatifs. Si vous lui dites arrêtez de consommer ou de vendre de la drogue, mais qu'est-ce que vous donnez en échange? Mais justement, il faut des politiques appropriées pour dire arrête de vendre de la drogue, tu peux vendre du pain, tu peux vendre du foufou, tu peux ça. Voilà, exactement. Et nous considérons que ça, c'est une zone capitale dans tout projet que nous développons et que nos partenaires aussi développent. Monsieur Dandy, vous êtes une ONG internationale qui milite contre la drogue, contre la consommation de la drogue. Et comment d'abord prévenir? Parce que est-ce qu'il faut attendre seulement des actions alors que le phénomène est déjà là, ou bien vous avez des actions préventives? Justement, ça c'est une très bonne question. Quand nous sommes arrivés en 2020, vous savez, Madame José, on n'a pas besoin de réinventer la roue. La consommation de la drogue est un fait. C'est-à-dire, depuis des années, ça existe. Mais d'abord, il y a un problème dans ce pays. C'est que le manque de statistiques.
Ça, c'est déjà le premier. Alors, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Les quelques chiffres qui existent, le programme national de lutte contre les toxicomanies a fait un effort pour obtenir quelques données, mais ça ne suffit pas. Pour mener à bien un combat, il faut avoir des données statistiques. Il faut que l'on sache quel type de drogue, où se consomme-t-elle, qui les consomme, pourquoi, comment. C'est tous ces éléments-là. Mais que faire exactement pour avoir... Justement, le programme national existe pour faire ce travail, mais par manque de moyens, il n'y arrive pas. Ce que nous avons fait d'abord, c'est nous avons signé un partenariat avec le programme national pour les aider à trouver des financements, afin qu'ensemble, nous puissions d'abord faire la cartographie de la consommation et de la vente illicite de la drogue dans le pays. Ça, c'est déjà un premier pas. Parce que pour faire une bonne prévention, il faut qu'on ait cette cartographie. Parce que quand on a la cartographie, ça nous permet de savoir qui produit quoi, qui vend quoi, qui consomme quoi. Ça, c'est déjà un premier pas. Donc, nous sommes en quête de financement pour avoir cette cartographie. Mais, entre-temps, nous nous sommes dit, nous n'allons pas attendre d'avoir une cartographie parce que nous vivons ici, nous connaissons quand même les habitudes. Nous connaissons, disons, les consommateurs, où ils sont, où est-ce qu'ils s'approvisionnent. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes dit, commençons par cette campagne de sensibilisation, et de conscientisation. C'est déjà ça le début de la prévention. Parce que, Madame José, la prévention commence toujours par la sensibilisation. S'il n'y a pas de sensibilisation, on ne peut pas prévenir. Parce que pour prévenir, il faut que les personnes soient informées. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un ne sait pas que ceci est une drogue, je donne un exemple. Vous savez que le tabac, aujourd'hui, et même le café sont considérés comme des stimulants mineurs. Oui, même le café, considéré comme des stimulants mineurs. Je ne dis pas que le café est mauvais, non, on en prend, mais il faut en consommer à des quantités, oui, en petites quantités. Parce que quand vous en consommez trop, vous devenez aussi dépendant, sans que les gens ne le sachent. Mais si vous n'apprenez pas ça à quelqu'un, comment le saura-t-il? Parce qu'on a tous tendance facilement à prendre 4, 5, 6, 7 tasses de café, ne sachant pas ce que ça peut produire dans le corps. Donc, les fumeurs, les consommateurs, et les fumeurs par exemple, les consommateurs de la nicotine, quand ils en prennent, il faut leur dire, écoutez, quand vous prenez de la cigarette, regardez les risques auxquels vous êtes exposés. Tout ça, ça fait partie de quoi? De l'information. Mais ils le savent parce que même sur la cigarette, c'est indiqué. Oui, c'est indiqué, mais est-ce que tous les fumeurs sont au courant des différentes pathologies que la cigarette provoque dans le corps? Je ne pense pas. Voilà, exactement. Ces jeunes qui commencent à aller acheter diazépam, tramadol, est-ce qu'ils savent qu'en consommant ces choses, il y a des conséquences fâcheuses sur leur corps? Donc, nous pensons que pour nous, une bonne campagne de sensibilisation est le départ d'une bonne prévention. Si nous réussissons notre campagne de sensibilisation et de conscientisation, c'est déjà le départ de la prévention. Mais à côté de ça, nous pouvons aussi, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé, surtout le programme national, pour que les zones de santé servent également de relais pour partager l'information. Parce que ça, c'est la prévention. Pourquoi? Au niveau de la zone de santé, si les personnes sont sensibilisées sur les drogues, les méfaits, les conséquences, c'est aussi de la sensibilisation. Ça aussi, pour nous, c'est un pas important d'associer les zones de santé dans cette lutte. Or, vous savez, les zones de santé sont tellement bien structurées à travers le pays. Si elles contribuent ou elles participent à cette lutte, nous aurons sensibilisé beaucoup de personnes et ça nous permettra de faire aussi de la très bonne prévention. Bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, des grandes campagnes de sensibilisation, nous allons en faire parce que nous considérons qu'il faut que le grand public, c'est-à-dire soit saisi, mais aussi, surtout, cette niche des consommateurs, parce qu'on peut parler au grand public pour la sensibilisation, c'est pour éviter que ceux qui ne consomment pas commencent à en consommer. Mais il y a aussi ceux qui en consomment déjà, comment on peut les aider à avoir la bonne information pour savoir que tel type de choses, de drogue, quand vous en consommez, voici les conséquences et ça peut toujours aider à lutter contre ce phénomène de consommation de drogue. Je vous parlais tout à l'heure de notre projet qui a déjà porté des fruits parce qu'ils sont 500 jeunes et beaucoup d'entre eux étaient consommateurs de Bombay. Donc c'est déjà une première réponse. Et à côté de ça, nous sommes en train de travailler avec le programme national de lutte contre les toxicomanies, mais aussi la conseillère du chef de l'État, Mme Chantal Moulop, qui m'a reçu même, pour qu'ensemble nous essayons de mettre en place une véritable campagne
pour décourager la consommation de Bombay. Alors pour nous, nous considérons que le projet que nous sommes en train de mettre en œuvre est déjà une première réponse qui est apportée. Mais à côté de ça, effectivement, il y a toute une campagne à mener. Aller vers ces consommateurs actuels et les potentiels consommateurs pour leur dire ne consommez pas Bombay. Mais il y a un préalable. Le préalable, c'est quoi? C'est que nous avons demandé au Programme national de lutte contre les toxicomanies de voir avec son ministère de tutelle, le ministère de la Santé, pour que nous ayons en fait une réponse scientifique. Parce qu'il faudrait que nous soyons capables de dire aux jeunes qui en consomment ou qui veulent en consommer, si vous prenez Bombay, voici les risques. Pourquoi? Il y a tel type de substance. Quand vous en prenez, voici les conséquences dans le corps. Il y a tel type de truc, voici les conséquences. Il y a tel type, voici les conséquences. Parce que pour l'instant, ça reste vague. On voit qu'ils sont en train de somnoler vivants, il y en a qui dorment pendant 48 heures, il y en a qui se grattent, il y a même des cas de décès, surtout au niveau des plus jeunes. Mais il faudrait qu'on soit capable aujourd'hui scientifiquement de dire telle substance provoque ceci, telle substance provoque cela, telle substance provoque cela. Les experts du ministère de la Santé, voilà, ils sont déjà en train de le faire. Là, nous étions en contact, ils sont déjà en train de travailler dessus et nous pensons que dans les jours qui viennent, ils reviendront avec des réponses. Et grâce à ces réponses maintenant, nous allons en fait, je dirais, finaliser ce plan d'action, parce qu'il y a un plan d'action qui est déjà élaboré avec le programme national, mais nous allons finaliser ce plan d'action et savoir qu'est-ce que nous allons mener comme action. Mais d'emblée, il y a déjà une action qui est arrêtée, c'est la sensibilisation. Merci beaucoup, Monsieur Dandy est là. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, je rappelle que nous avons parlé dans cette émission du phénomène Bombay, un phénomène qui prend de l'ampleur ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Et comme invité pour ce numéro de votre magazine, on a reçu M. Dandy Yela, il est directeur pays de la Fédération mondiale contre la drogue. Merci M. Dandy d'avoir répondu à notre invitation, mais aussi à répondu ou bien réfléchi ensemble avec nous sur ce phénomène qui pourrait avoir des conséquences ou qui a des conséquences néfastes sur l'avenir de la nation, mais aussi sur la santé de plusieurs. Est-ce que vous avez un dernier mot? D'abord, je voudrais dire, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour parler non seulement de phénomène Bombay, mais aussi de notre organisation et de tout ce que nous faisons. Le dernier mot, c'est comme je le disais tout à l'heure, la responsabilité est collective. Travaillons ensemble, conjuguons les efforts pour lutter contre non seulement la consommation de Bombay, qui malheureusement prend de l'ampleur, mais également contre toute forme de drogue, parce que ça détruit des vies, ça détruit des familles, ça détruit des communautés et ça met en péril l'avenir de la nation. C'est la fin de ce numéro de votre magazine Instant Médical, mesdames, messieurs. Émission que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, Rec Record Instant Médical. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine et dans notre temps, prenez soin de votre santé et de vous-même partout où vous êtes, tout en s'éloignant de toutes substances toxiques, notamment Bombay.